Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à vous servir de Gemini 3.1. Mais mieux que ça, je vais vous permettre d'avoir Gemini 3.1 gratuitement pendant 3 mois. Google offre à tous ceux qui vont réussir le certificat professionnel Google IA 3 mois d'accès à Google AI Pro complètement gratuitement. Dans cette vidéo, je vais vous donner les meilleures astuces pour réussir l'examen premier coup et comment empocher 3 mois de Google 3.1 Pro gratuitement exprès pour vous. On va parler des dernières nouveautés de Google 3.1, du prompt engineering et qu'est-ce qui vous attend au niveau de l'examen et comment le réussir avec tous les conseils. Alors posez-vous confortablement, prenez des notes, on commence. Gemini 3.1, c'est un nouveau modèle qui a hérité de l'architecture du Gemini Thinking. C'est un système qui dispose de 2 modes de fonctionnement. Un système logique qui est capable de répondre instantanément ou bien de prendre son temps et de utiliser une voie numéro 2 qui est une voie de raisonnement. Le système a également la possibilité de faire des hypothèses multiples, 3 hypothèses en moyenne, et d'utiliser un système de self-pruning. Le prompt engineering est donc nouveau sur ce modèle. Jusqu'à maintenant, ce qu'on utilisait le plus souvent, c'est le type de structure qu'on a dans la documentation officielle de Google et je vais vous montrer comment on s'en sert. Pour cet exemple, vous allez pouvoir prendre un compte classique de chez Google, que ce soit gratuit ou payant, et on va faire quelques exercices ensemble pour comprendre la structure des prompts et qu'est-ce qu'ils doivent contenir. Ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on interagit avec une intelligence artificielle, c'est que vous n'êtes pas en présence d'une personne. Vous n'êtes pas en présence de quelqu'un qui comprend vraiment ce que vous êtes en train de dire. Alors oui, Gemini 3.1, c'est le modèle qui a le plus haut niveau de compétences et de capacité d'abstraction. Il a eu un score assez incroyable à l'ArcAGI 2, supérieur aux humains, mais c'est pas pour autant un individu. Les réponses de l'IA, elles sont définies par des probabilités. On va donc demander à Gemini 3.1 comment une réponse est générée par l'intelligence artificielle. Peux-tu m'expliquer comment tu génères une réponse en tant qu'intelligence artificielle? Ça va nous permettre de comprendre comment une IA répond et à quoi sert un prompt. Gemini n'est pas un humain. Elle ne possède pas de conscience. Sa réponse se base sur des probabilités de reconnaissance de mots. Son objectif, c'est deviner quel est le mot le plus logique qui devrait suivre une séquence de mots. Et pour cela, le prompt engineering a donc un rôle. Habituellement, si vous utilisez l'intelligence artificielle, vous posez une question de manière assez simple et elle vous répond. Mais quand ça devient compliqué, il faut changer de stratégie et commencer à utiliser des formats conseillés. Je vous donne un exemple. Les 2 formats les plus utilisés jusqu'à maintenant avec Gemini 3 et qui sont aussi valables pour Gemini 3.1 sont les suivants. La structure avec le format XML où on définit le rôle. Alors le rôle, attention, c'est pas tu es un expert à tout faire. Ce sont des mots bien choisis parce que vous avez compris que ce sont des probabilités qui ont pour but de faire comprendre quelles sont les informations, quel est l'univers sémantique que vous allez rechercher. Ensuite, il y a les notions de contraintes. Les contraintes, c'est d'être capable de diriger le modèle en disant ce que vous voulez, mais ce que vous ne voulez pas également. Et il y a les éléments de contexte. Et dans la structure de contexte, c'est là qu'il faut faire très attention. Il faut concevoir le contexte comme une quantité d'informations qui peut changer le cours des événements. Trop de contexte tue le contexte parce que le modèle n'est pas capable de retenir tout ce que vous lui dites en même temps. Cette problématique est bien connue, ça s'appelle le problème du lost in the middle, ce qui fait que très souvent, si le contexte commence à dépasser la centaine de pages, les instructions et le rôle sont dilués. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est inverser la structure. Quand vous commencez à avoir de longs textes, on inverse la structure, on commence par le contexte, on passe par la tâche et on donne les instructions finales. Ça, c'est exactement ce qui est conseillé au sein du document officiel de chez Google, comment prompter correctement avec Gemini 3 et Gemini 3.1. Je vous mettrai toutes ces infos en description. Si tout cela te semble nouveau, si c'est la première fois que tu entends ce genre de contenu, n'hésite pas de suite à aller t'abonner, c'est la première chose que tu dois faire parce que l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus technique et on est juste au début de la vidéo et tu vas voir que plus on va avancer, plus ce qui était valable il y a 1 an n'est plus valable aujourd'hui parce qu'on est avec des modèles de plus en plus performants et qui vont demander des vraies compétences de prompt ingénieur. Et c'est ce qu'on va aborder dans le reste de la formation. Et si maintenant tu veux aller plus loin, tu as les formations en description qui te permettront d'avoir un niveau
professionnels et je forme également des consultants en IA et toutes les formations sont mises à jour régulièrement, quasiment tous les mois. Revenons un instant plus en détail sur la compréhension des blocs du prompt engineering. Lorsque vous avez des questions où vous avez beaucoup de texte, ce qu'on appelle du contexte. Ce qui est conseillé, c'est de mettre la partie du contexte au démarrage et de intégrer toute la partie du rôle, des instructions, des contraintes et du format à la suite. La partie terminale est en général mieux retenue par le modèle et la partie contexte, en fonction de la longueur, il peut y avoir effectivement des oublis. Ce type de contenu, c'est appelé le MRVRC2. C'est un problème bien connu sur les intelligences artificielles et si on compare les capacités de Gemini avec son million de tokens, avec 1 million, il a une précision qui ne dépasse pas les 26%, donc on a presque 78% d'erreurs. Et on a aujourd'hui des modèles comme celui de Claude 4.6, qui a développé un modèle particulier sur l'Opus 4.6, qui est celui qui a 1 million de contextes avec une précision de 76%, ce qui est considérable. Tout ça pour vous dire que on ne peut pas mettre une quantité infinie de texte. Et c'est la raison pour laquelle on travaille avec des instructions où on planifie, on exécute, on valide et on formate. La possibilité de passer sur des modèles de raisonnement, c'est la possibilité également d'améliorer la compréhension pour le modèle par bloc. Le rôle a pour but de définir une sorte d'encapsulateur qui va définir parfois le style, le concept sémantique, le format, lui dire que c'est tel personnage ou tel autre, c'est une responsabilité très importante. Parce que ça va englober implicitement tout un tas de caractéristiques dans le comportement sémantique. N'oubliez pas, ce n'est pas une personne, ce n'est pas parce que vous lui donnez plus d'importance en lui disant qu'il a 20 ans d'expérience qu'il sera meilleur. Au contraire, ce sont souvent des mots inutiles qui vont parasiter, polluer tout simplement la réponse du modèle. Les contraintes, en revanche, sont très importantes. Les limites à ne pas franchir. Une IA, c'est de la génération de texte, mais c'est aussi les outils. Si vous voulez qu'il utilise un MCP qui se connecte à Internet ou qu'il génère une image, ce sont des choses qu'il faut clairement définir. Imaginez plutôt le contexte de la même manière que les systèmes RAG, les Retrieval Augmented Generation, fonctionnent. Aujourd'hui, on devrait plutôt parler de context engineering. C'est plutôt la capacité à donner dans l'étape importante la séquence de mots qui est pertinente pour que le modèle soit capable de répondre de manière efficace. Ce qui veut dire, ne vous amusez pas à envoyer des PDF entiers au démarrage de la discussion. C'est contre-productif. Le modèle va être beaucoup trop avancé dans la fenêtre contextuelle, il va perdre en précision et vous allez diluer la capacité du modèle à se concentrer sur les choses essentielles. Alors le format. Le format, que ce soit du Markdown, qui est le format que vous avez ici en structure, ou le format qui est défini en XML, les deux fonctionnent. À vous de choisir en fonction de la longueur. L'un ou l'autre peuvent être indiqués. L'XML simplifié est en général utilisé pour les très longues instructions supérieures à 3 à 5 pages, jusqu'à une trentaine de pages. En général, on peut utiliser ce type de format. L'idée, c'est que du moment où vous voyez que les instructions ne sont plus suivies, vous rajoutez un formatage, comme on l'a ici, pour indiquer les blocs de chaque section du prompt. Tout cela, ça fonctionne très bien sur la majorité des modèles, mais ils ont leurs spécificités. Comme l'arrivée de Gemini 3.1 est arrivée, on a aujourd'hui la possibilité de faire un raisonnement parallèle. Et ça, c'est grâce à l'architecture du Gemini Thinking. Tout ça, c'est très nouveau et autant en profiter et apprendre ces nouvelles méthodes pour que vous puissiez l'exploiter dans votre travail et vos compétences. Pour cela, il faut intégrer quelques nouvelles méthodes de prompt. À cela donc va s'ajouter des méthodes de prompting spécifiques au modèle Gemini 3.1 Pro. Le système dispose d'une décomposition qui peut être faite en parallèle. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'ils partagent en fait tous le même système neuronal. Quand vous allez faire des demandes avec une hypothèse A, B ou C, ce qui va se passer, c'est que le modèle va modifier le poids d'un de ses experts, ou plutôt du couple d'experts de son système MOE, parce que ce sont des MOE, les architectures de chez Gemini 3 et Gemini 3.1, et il va modifier le poids des autres experts en faisant passer à nouveau l'ensemble du texte en utilisant le même système neuronal. C'est ça l'astuce qui permet à Gemini 3.1 de répondre très rapidement, mais aussi de faire une forme d'approximation. Le modèle Thinking, avant de vous répondre, il met pratiquement une demi-heure. Et là, on est l'ordre de la seconde, voire parfois de la minute, mais rarement plus.
En conséquence, ce qui est important pour le modèle, c'est d'être capable de lui définir les concepts avec lesquels il doit aborder avec les différentes approches et qu'il soit capable également d'évaluer la probabilité de chaque réponse. Le fait qu'il aborde un axe numéro 1, un axe numéro 2 et un axe numéro 3, Gemini 3.1 va devoir trier qu'est-ce qui est le plus pertinent pour vous répondre. Et ce sont les critères d'auto-évaluation qui vont vous permettre de mieux sélectionner les meilleures réponses et d'écarter les moins pertinentes. La partie de formatage final, c'est celle que vous connaissez dans tous les modèles de LLM. C'est le fait de lui définir un format de sortie, le ton, la cible et le format que vous souhaitez. Un des points qui pose souvent souci avec toutes les IA, c'est qu'une IA comprend un texte au fur et à mesure d'une discussion parce qu'elle garde des traces. Et ces traces, ce sont des calculs mathématiques de matrices. Dans le cas de Gemini 3.1, on appelle ça des reasoning tracels. Ce sont des matrices de calcul qui vont influencer l'ensemble de la discussion. Si votre discussion commence à dériver, à aller dans la mauvaise direction, la meilleure chose à faire, c'est de prendre la dernière discussion qui a correctement fonctionné et de redémarrer une nouvelle discussion. Mais il y a une solution encore plus efficace. Dans l'interface de Google AI Studio, là où vous allez pouvoir tester Gemini 3.1 Preview, vous avez une fonction qui s'appelle la fonction de branche. Ça vous permet, en cliquant dessus, à n'importe quel endroit de la discussion, de recommencer une discussion, en général, avant que Gemini 3.1 n'ait commencé à mal comprendre ce que vous vouliez comme résultat. Ça vous évitera d'essayer de redresser la discussion qui souvent est parasitée par ces ensembles de mots, ces habitudes qu'on a pris en discutant avec les intelligences artificielles où on a cru parler à des humains alors qu'on parlait avec des machines. Les fameux « s'il te plaît »,« pourrais-tu »,« c'est super ce que tu as fait ». Bref, tout cet ensemble de mots qui, au final, sont en train de parasiter les probabilités statistiques de la réponse du modèle. Une des solutions que je vous ai apportées pour ce type de problème, c'est la possibilité d'écrire directement sur les disques. Je vous ai montré avec une vidéo que vous avez en dessous en description la possibilité qu'il est possible aujourd'hui dans des modèles tels que Antigravity ou DC Commander. Pour ceux qui sont pas adeptes du code, DC Commander est beaucoup plus simple et vous apporte aussi une solution, c'est celle de la privacy des data, parce que tout ce que vous allez écrire ne sera pas donc utilisé dans l'interface DC Commander, différemment de Antigravity qui lui entraîne les modèles de chez Google. C'est la raison pour laquelle vous avez des crédits gratuits et que Google est très heureux d'ailleurs de vous les offrir. Vous êtes en train de travailler et d'entraîner avec vos données personnelles les IA de Google. En mettant des systèmes d'écriture sur les disques, on permet à l'IA de ne plus s'appuyer que sur les blocs de valeurs d'attention KV et donc de garder des traces écrites, ce qui permettra de garder beaucoup plus de stabilité dans la discussion. Alors vous allez vous rendre compte d'une chose, le prompt engineering, c'est une vraie science, un vrai savoir-faire. Les modèles d'IA, que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini, ont des points communs, mais ont aussi de très grosses divergences dues à leur mode d'entraînement, au système neuronal, au système d'attention et à l'architecture des modèles. Pour réussir et avoir les 3 mois offerts par Google, vous avez la possibilité, si vous n'avez jamais utilisé Gemini, d'ouvrir un compte Gemini Pro pour la première fois. Et la première fois, vous bénéficiez d'un mois Google AI Pro. Si vous l'avez jamais utilisé, commencez dès maintenant. C'est vraiment un plaisir de travailler dans l'écosystème Google. Vous avez plein de vidéos en description pour vous permettre de progresser. Mais ce qu'il faut là, maintenant, c'est que vous arriviez à me réussir l'examen Google. D'une part, parce que vous allez pouvoir le mettre sur votre CV dès demain. D'autre part, parce que je vais vous donner toutes les astuces pour y arriver dans cette formation. Si vous réussissez, Google vous récompense avec 3 mois offerts de Google AI Pro sur la version 3.1 qui plus est, génération d'images, de vidéos, de textes. C'est une IA multimodale, mais vous allez vous rendre compte d'une chose, ne soyez pas inquiets, le niveau n'est pas difficile, je vous dirais même, après avoir vu le début de cette vidéo, il va vous sembler presque facile. Mais prenez des notes parce que l'examen, c'est toujours un examen, il faut avoir une note et elle est éliminatoire. Au bout de 2 fois, il faut attendre avant de le repasser. Donc autant le réussir de premier coup, je compte sur vous, on va attaquer la partie et les moments les clés pour vous donner tous les conseils pour arriver à réussir cet examen et le passer dès la fin de cette vidéo. Je vous mettrai le lien en description où vous retrouvez tout l'ensemble des ressources. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les conseils pour pouvoir préparer le diplôme officiel de Google Prompt Engineering niveau 1. Vous retrouverez l'ensemble des ressources pour passer le diplôme à l'intérieur de la formation qui est juste en lien, découvrir les bases de l'IA. Pour cet exercice, on va avoir besoin d'utiliser
utilisez un outil d'IA, que ce soit Gemini, ChatGPT ou une autre IA, vous pouvez prendre donc un abonnement. Et personnellement, pour optimiser les coûts, j'utilise des plateformes telles que celle-ci. Et si vous avez besoin donc de retrouver les liens, vous l'avez à l'intérieur des formations, les bases de l'IA. Je vous donne des liens que j'utilise pour optimiser mes abonnements mensuels. Ce qu'il faut arriver à faire comme différence, c'est les niveaux d'initiation pour ensuite réellement pouvoir l'utiliser dans le monde professionnel. C'est ce que je vous propose de faire. On commence par les bases et ensuite on va aller plus loin dans les prochaines vidéos. Vous avez d'autres vidéos en description. On commence aujourd'hui par niveau 1, préparer le diplôme officiel de Google, et la deuxième partie de la vidéo, ça sera les exemples des examens et comment se déroule l'examen. Vous aurez tous les conseils dans cette vidéo. Le premier module et toutes les astuces pour arriver à passer ces examens. Dites-moi, auriez-vous des conseils, des astuces pour les requêtes que vous donneriez à nos apprenants? Comment tirer le meilleur parti de ces systèmes, des choses auxquelles vous avez souvent recours? Plus on donne de contexte et plus les réponses et les résultats sont de qualité. Ça, c'est pas vrai. Ça veut rien dire, plus on donne de contexte. Si demain on vous dit, plus tu donnes de contexte, t'arrives, tu dis quoi? Bah moi je suis avocat, le contexte, j'arrive et je lui donne le code pénal, le code civil, et tu vas me dire, ouais, je vais avoir un super résultat parce que j'ai donné le contexte. Non, c'est pas du tout ça. Le contexte, c'est la capacité à sélectionner des blocs hyper à valeur ajoutée par rapport à la problématique que tu as posée. Quand on fait en fait un test MRCRC, c'est un système qui permet de définir comment le modèle va gérer en contexte les blocs d'attention du système. On se rend compte qu'à partir de 32 cas, donc une vingtaine de pages, le modèle perd déjà entre 15 à 50% de l'information à partir de 20 pages. Donc, quand on passe à 50 pages de discussion, de réflexion ou d'échange, donc 20 pages, c'est rien, hein, c'est même pas un petit rapport. 50 pages, je dirais que c'est le strict minimum. On a déjà, pour l'immensité des modèles, perdu entre 20 à 60% du contexte. Donc, il ne faut pas mettre le maximum de contexte, ça veut rien dire, ça veut dire qu'il faut choisir les éléments hyper pertinents et éviter donc d'appliquer les conseils qui ont été donnés. Il y a une très grosse différence entre ce qui paraît très évident, c'est-à-dire tu mets le maximum d'infos, et ce que nous dit la science. La science, il faut être hyper précis, hyper ciblé dans l'information et dans l'échange du contexte. Sinon, le modèle, à la trappe, presque 50% des informations. Affiner chaque résultat par itération, voir ça comme une discussion continue. J'aime inclure des éléments comme le persona. Si je cherche un plan marketing, je commençais par dire, imagine que tu es un responsable marketing chevronné. Tu disposes de tel budget, de telle échéance. Je fournis un... J'ai envie de vous dire, si tu lui dis qu'il n'est pas chevronné, ça va changer quoi en termes de puissance de calcul? Vous pensez vraiment que si tu lui dis, t'es un super marketeur qui a 50 ans d'expérience, t'as gagné tous les prix concours et t'as eu les meilleurs résultats du monde, est-ce que vous pensez que l'IA va débloquer plus de puissance de calcul? La réponse est non. Donc ces conseils-là, c'est des conseils qui, d'un point de vue mathématique, ça s'appuie sur rien. Un calcul, c'est un calcul. Une base vectorielle, c'est une base vectorielle. Si vous rajoutez des mots inutiles, vous risquez au contraire de faire halluciner le modèle. Lui dire qu'il a l'expérience, qu'il a fait plein de fois cet exercice et qu'il sait résoudre le problème, c'est une manière en fait erronée de mettre des mots qui ne sont pas en fait l'objectif. Soit vous êtes précis dans l'objectif en lui donnant tout un tas de superlatifs qui sont très jolis à écouter, mais le modèle, il n'en a pas besoin. Le modèle, il a besoin de clarté, pas de poésie. Point de départ concret. Tu as accompli telles actions par le passé. Voici les valeurs de... Voilà, tu as accompli dans le passé. Le modèle n'a pas de passé. Le modèle n'a que des données d'apprentissage. Il n'a pas de passé. Il a que du présent instantané. Il n'a pas de mémoire. Donc ça n'a pas de sens. C'est le genre de conseil qui est intégré maintenant dans l'inconscient collectif et qui est complètement faux. Indéfendable sur le plan mathématique. Plus on fournit d'éléments et plus on se rend compte que les résultats sont à la hauteur. Ouais, allez, plus on fournit d'éléments, vous fournissez 50 pages et vous avez perdu entre 20 et 50% d'un coup sur la majorité des modèles. Non, il faut fournir les éléments au bon moment et de manière ultra sélective. Si le contenu te plaît et que tu veux soutenir la chaîne, lorsque tu mets un like, tu as la possibilité de mettre un boost, ce qui va permettre de soutenir les petits créateurs comme moi et surtout, pense à t'abonner. On peut même importer la déclaration de mission de son équipe et tout ce contexte et l'inclure aussi dans la requête. Oui, j'aime le fait que l'on n'est pas à partir de zéro sur la page de la requête. On a peut-être un plan de projet que l'on aime beaucoup, mais que l'on souhaite améliorer. Oui, on peut importer ce plan de projet et dire « Voici ce que j'utilise depuis 2 ans. » Oui, comment pourrait-on faire plus? Et c'est un excellent point de départ. Oui, aide-moi à développer ceci dans une certaine direction. Aide-moi à changer de cap. Bon, ça c'était un point que je pense assez important pour déjà aborder un des points majeurs qui est très mal compris sur la partie du prompt engineering. Vous vous rendez compte que des mots peuvent au contraire créer de l'hallucination et il faut s'éloigner du concept ce qui sonne bien à l'oreille humaine, ce qui vous rassure en mettant des
des phrases superlatives, ça n'a pas d'utilité pour un modèle. Le modèle, il a besoin de clarté, d'être synthétique et d'être structuré comme on l'a fait dans les exercices précédents. C'est comme ça qu'on dégage le maximum de puissance. Mais vous vous rendez compte que tant qu'on aura des exemples comme ça dans des cours diplômants de chez Google, et ben malheureusement, énormément de gens vont continuer à faire cette erreur-là. Mais parce qu'il y a une très grosse différence entre des conseillers marketing, que ces conseils grand public servent pour faire rapidement accepter l'intelligence artificielle et aussi pour aller un peu dans le contre-pied des premiers prompts qui ont été mis en avant et le faire de mettre juste un mot. Bon, mets ton rôle, mets ton sujet, mets les enjeux, mets ton sujet. Quand ils disent définir un contexte, c'est apporter suffisamment d'éléments, mais des éléments que je définis comme pertinents, de suffisamment précis, concis, sans réduire l'apport de l'élément à un mot. Ça, il faut éviter. Un mot, c'est trop juste dans la majorité des cas. Et ça a été effectivement le cas pendant très longtemps. Les gens, ils ont prompté en mettant juste, tu mets ton mot-clé ici, décris ton problème. Voilà. Tu mets juste la phrase de ton problème ou 3 éléments de contexte. J'ai une entreprise, je cherche à résoudre mon problème, voici mon problème. Voilà, c'est trop juste pour amener le modèle. Mais l'effet inverse, c'est de dire, tu vas pas amener 50 pages pour dire au modèle, débrouille-toi, résous-moi la problématique. Non. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous présenter l'examen de niveau 1 de Google pour le prompt engineering. Je vous conseille de prendre des notes, de voir quel type de questions sont posées pour l'examen, comment il faut optimiser vos réponses, parce qu'il est chronométré, et que vous avez au minimum un score à obtenir pour valider le diplôme. Alors, pas de panique, il n'est pas difficile en soi, mais ces conseils peuvent vraiment vous aider à préparer de manière efficace le diplôme. Je vous laisse vous préparer, prendre quelques notes, et on commence ensemble. Dans le cadre des requêtes, qu'est-ce qui est le plus utile pour la formulation d'une requête pour créer un plan? Moi, je dirais la tâche, le contexte, les références. Je pense que c'est ces éléments-là qui me paraissent assez importants. Auto-évaluation, dans le champ si c'est la requête selon vous, qui a donné mes résultats en... Donc là, il faut coller un prompt. Alors, pour le plan, c'est aussi intéressant de mettre de l'itération, documentation officielle de Google. Je vais lui donner une structure au niveau du plan, avec un rôle, une instruction, un contexte, le format attendu. Donc c'est une format de sortie, mais c'est pas présent, mais c'est la partie exemple. C'est la partie qui définit comme référence. Donc on va voir ce que ça donne en termes de résultats. Et note de validation 100%. Ok. Donc tout a été validé. Vous avez comme ça une idée de comment passer les examens auprès de Google sur cette partie-là. S'il faut garder en fait des éléments principaux pour la rédaction d'un prompt, c'est la tâche, le contexte. Quand ils disent référence, c'est les exemples. Alors attention, les exemples, il faut être très précis dans ce qu'on fait. Les exemples ne sont pas du tout utiles si le modèle a été bien entraîné sur un sujet. C'est uniquement utile lorsque le modèle n'a pas la réponse dans le format voulu. Dès qu'on sort de la génération statistique des mots et qu'on travaille sur vos propres données, il faut de la data. Ensuite, la notion d'évaluation, c'est très précis. Il faut des grilles d'évaluation pour définir si le prompt, c'est quelque chose de scalable, reproductible. Il ne faut pas que chaque fois que vous utilisez ce prompt, vous ayez des résultats différents. Il faut qu'il y ait une cohérence dans les réponses. Et ensuite, la notion d'itération, c'est combien de fois vous allez devoir reprendre le prompt pour arriver à quelque chose de stable. Alors, est-ce qu'il faut s'embêter systématiquement dans la structuration des prompts? En fait, ça dépend de l'objectif. Si votre objectif, c'est d'automatiser, oui, il le faut. Il faut que votre système, ça soit réglé comme une horloge suisse, ça sera extrêmement précis. C'est une structure mathématique de raisonnement. Et on a ce qu'on appelle une SOP. On a un process qui est complètement modélisé. C'est ce qu'on fait pour les plus grandes entreprises, on fait des SOP. Pour la partie, on pose une question et on attend juste une réponse basée sur les connaissances du modèle, il n'y en a pas besoin. Là, on peut faire une phrase assez simple, conversationnelle, c'est pas un problème. Le modèle va rechercher de la data, de connaissances, il va vouloir retranscrire. Donc c'est une sorte de Google amélioré, c'est ce qu'on fait dans 99% des cas. Aujourd'hui, c'est comme ça que le modèle est utilisé. Donc ce qu'on va essayer à chercher, c'est plutôt d'automatiser. Il faut arriver à itérer pour créer quelque chose d'extrêmement stable et reproductible. Donc qu'est-ce que nous dit Google? Google nous dit que pour commencer à écrire un bon prompt, il faut décrire la tâche. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Rédiger un discours, une liste, créer une image. Vous voyez que c'est un verbe accompagné de qu'est-ce que vous voulez comme objectif, d'accord? On peut inclure un persona, mais c'est vraiment pas indispensable. C'est plus important d'être précis sur l'objectif que le persona. Et encore moins de dire tu as 15 ans d'expérience, tu as toutes les compétences. Il n'a pas de compétences, il n'a pas 15 ans d'expérience. C'est juste des bases vectorielles dans lesquelles il a statistiquement ces mots-là qui sont utilisés dans ce contexte-là avec ce type de mots. C'est ça qui est plus important. Alors c'est vrai que si on considère la probabilité de dire tu es un ingénieur senior, ça peut s'entendre dans ce sens-là, mais c'est plus important en fait de définir quelque part à qui vous vous adressez, donc la cible et l'audience et l'objectif, que de dire senior. Pourquoi? Parce que est-ce que vous pensez qu'ils sont allés au point de modéliser un développeur débutant
intermédiaire, confirmé et senior. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont fait une catégorisation? Que si vous dites à l'IA, fais-moi du code comme un développeur débutant, il va vous faire un truc qui va pas tenir la route et qui va planter. Bah non. Quoi qu'il en soit, vous lui dites, tu fais du code, le modèle, il va coder. Point. Donc ça sert à rien de croire que en disant tu as 20 ans d'expérience et tu es senior, tu vas avoir un modèle plus performant. C'est pas le cas. Vous libérez pas plus de puissance, vous libérez pas plus de mémoire, vous n'allez pas avoir plus de temps de réflexion sur le modèle, c'est pas le cas. Donc ce qu'il faut plutôt, c'est de dire dans quel but, dans quel objectif, à qui vous vous adressez, si c'est un prototype et comment il est constitué, ça, ce sont des éléments pertinents. On a fait des vidéos sur la partie de vibe coding. On a vu que le vibe coding nécessitait en fait une structuration en 4 étapes. C'est pas du tout fais-moi une application et débrouille-toi. C'est vraiment une modélisation complète dans laquelle on lui dit ce qu'il faut pour faire le back-end, le front-end, et ensuite la partie des répertoires et comment c'est géré. Donc, on lui donne toute la structure. Après, le modèle va développer le code qui va avec. On n'a pas eu besoin de lui dire « tu es un développeur senior qui a 20 ans d'expérience ». Aucun intérêt. Donc, incluez le contexte. Détail pertinent, ça me fait plaisir. Je préfère qu'il marque ça plutôt que mettez tout le contexte, ça n'a pas d'intérêt. Pas d'information générale. Par contre, l'objectif, oui. Itération ou TPI pour essayer de transformer les résultats en quelque chose de plus utile. Dans cette vidéo, vous allez apprendre 4 méthodes d'itération utiles. Première méthode, revoir le cadre de création de requêtes en vous assurant d'être suffisamment spécifique dans la tâche, le contexte et les références. Par exemple, si vous avez écrit « Donne-moi 5 idées d'articles de blog », un outil d'IA générative pourrait mieux répondre si vous ajustez votre requête en incluant le persona et le format. Par exemple, tu es un expert en nutrition sportive. Fournis 5 titres d'articles de blog qui résument les plus grandes tendances actuelles du secteur pour un public de kinésithérapeutes travaillant avec des basketteurs professionnels. Globalement, je valide. Ça, c'est simple, c'est basique, c'est le niveau, je dirais, de base du prompt. Je valide, pas de problème. Deuxième méthode consiste à décomposer votre requête en phrases plus courtes. Commencez par prendre une longue entrée et divisez-la en tâches plus petites. Voici la longue entrée, résume les principaux points de données et informations de ce rapport. Crée ensuite des graphiques à partir des données et synthétise les informations clés en puces. Vous pouvez diviser ceci en phrases plus courtes et les saisir en tant que requêtes distinctes. Vous saisirez chaque requête, recevrez un résultat, puis saisirez une nouvelle requête jusqu'à ce que toutes vos tâches aient été soumises. Tout d'abord, résume les principaux points de données et informations de ce rapport. Poursuivez ensuite avec crée des graphiques à partir des données résumées. Et enfin, synthétise les informations clés résumées en puces. Parfois, qu'est-ce qui se passe? En fait, on arrive exactement à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les phrases étaient trop longues et qu'il fallait travailler plutôt sur un système de bullet point précis et synthétique. Voilà. Des phrases plus courtes peuvent donner des résultats plus précis, car l'outil d'IA générative peut analyser une petite tâche à la fois au lieu d'identifier les relations entre toutes les tâches d'un seul coup. Vous pouvez essayer des formulations différentes ou passer à une tâche analogue, à savoir une tâche très similaire à celle que vous essayez de compléter, mais suffisamment différente pour déclencher une nouvelle réponse. Par exemple, si vous demandez à un outil d'IA générative de vous aider à rédiger un plan marketing pour un produit ou un service, vous pourriez plutôt lui demander d'écrire un article décrivant comment ce produit s'intègre dans le quotidien de notre clientèle cible. En passant de « écrit un plan marketing » à « écrit un article », vous demandez à l'outil d'IA générative d'aborder la tâche différemment, ce qui pourrait vous rapprocher d'un résultat utile. Enfin, l'introduction de contraintes peut également aider un outil à orienter ses réponses. Vous avez ajouté un peu de contexte sur votre genre préféré, mais les résultats sont plutôt ennuyeux. Vous avez déjà entendu toutes ces chansons 1 million de fois. Pour obtenir un meilleur résultat et quelque chose de moins banal, vous pouvez commencer par ajouter des contraintes, comme spécifier que vous voulez uniquement des artistes d'une certaine région ou ayant... Sinon, c'est très simple, vous donnez la liste des éléments que vous ne souhaitez pas et automatiquement, vous lui donnez des exemples de ce que vous souhaitez et il va faire des associations par rapprochement conceptuel sémantique et vous aurez des éléments précis. Bon, jusqu'à là, il n'y a rien de particulier. Générer de meilleurs résultats grâce à l'itération. L'itération, c'est le fait en fait de répéter des actions pour améliorer la requête. Donc passer d'une simple requête qui comprend que la tâche pour s'approcher quelque part de quelque chose de plus précis et plus utile, donc gagner du temps. Alors ça c'est intéressant lorsque on doit créer des modèles, des modélisations, encore dans le concept de l'automatisation, ou bien quand on ne sait pas en fait ce qu'on veut au départ. Parce que quand on commence une discussion, parfois on ne sait pas jusqu'où on peut aller avec l'IA et dans le raisonnement. Il y a parfois des choses qui se mettent en place. Donc parfois, quand on va travailler, il vaut mieux procéder en 2 étapes. C'est-à-dire une étape dans laquelle on lance un peu sous forme de brainstorming le sujet, on voit où est-ce que ça nous mène, on fait une synthèse de ce qu'on a fait, et là, on peut partir avec cette structure-là pour la prochaine discussion qu'on va ouvrir. Et là, ça sera plus pertinent. On soumet la partie de validation, on va voir ce que ça donne. Ok, bah c'est validé. Alors, au niveau de la partie examen,
l'idée de la partie IA générative, vous avez en fait 2 scénarios. Remue-ménage pour le travail et la vie privée. Et ensuite, un deuxième sujet, réfléchissez à une nouvelle collection de vêtements. Bon, j'ai pris le premier sujet. Comment on va structurer un prompt pour une stratégie de planification de la vie privée avec un position blogueur, recherche de nouveaux sujets, fidéliser les lecteurs. Ce qu'on avait cherché de faire, c'est plutôt de créer un prompt dans lequel on est un coach créatif et stratégique, dont l'objectif c'est d'aider l'utilisation, de transformer les idées en un plan concret. Et ensuite, je vous montre un peu la structure du prompt quand même, ça sera plus facile. Ce qui est important, c'est la découpe. Donc on a le rôle, l'objectif, les éléments de contexte, les étapes de raisonnement, le format de sortie, les exemples de few shots et l'exécution, exécute ce que je t'ai demandé. Génère le plan, toujours le verbe d'action. Donc l'auto-évaluation sur la partie itération, quel est l'objectif? C'est-à-dire l'itération, ça a pour objectif de se rendre compte que chemin faisant des échanges avec l'IA, bon moi c'est du one shot, l'idée je les avais en tête, mais quand on n'a pas en fait au démarrage une idée claire, c'est vachement important d'utiliser donc l'itération pour redéfinir, clarifier. Et l'IA, elle a cette capacité, c'est celle de nous ouvrir en fait à un ensemble de perspectives. Du fait que le modèle est entraîné sur des millions, voire des milliards de documents, on a une forme de synthèse. L'IA, elle va te permettre de voir quasiment toutes les possibilités en simultané. Après, c'est toi qui les choisis en fonction de ton cadre. On a parlé des modèles de fondation. Les modèles de fondation étant de très grands modèles sur lesquels on a la fonction multimodale. La capacité en fait d'utiliser du texte, de l'image, de l'audio, du visuel, et de avoir en sortie autant de formats que ceux qu'on a eu en entrée. C'est le sujet qui va être abordé, et c'est très intéressant parce que on n'est plus maintenant limité en fait au texte. C'est un peu le principe de mid-journée. On va pouvoir utiliser d'autres images pour pouvoir générer les prochaines images. Donc on va pouvoir nourrir le modèle d'un nouveau contexte, le contexte en texte, mais le contexte également à partir de d'autres documents pour faire ce qu'on appelle du rebranding. C'est-à-dire on va utiliser un élément de départ pour le transformer, le faire évoluer. Et c'est toujours dans l'idée de F2X, c'est-à-dire j'envoie en fait une documentation sous forme de variable, j'applique une fonction de transformation en lui demandant comment je veux modifier mon contenu et je vais obtenir un résultat en format Y. Bien. Je vais en profiter pour vous expliquer que sur le niveau 1, on regarde ce qui est commun à tous les modèles d'IA. Globalement, les conseils qu'on est en train de donner sont valables à la fois pour ChatGPT, pour Gemini ou pour Claude ou une autre IA. Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que lorsqu'on veut réellement travailler avec un LLM, un générateur d'images ou de vidéos, il y a des configurations qui dépendent du type de modèle que vous êtes en train d'utiliser. Si vous voulez commencer à travailler de manière beaucoup plus professionnelle et l'appliquer au monde du travail, il faut absolument s'intéresser aux différents modèles et aux architectures et leurs capacités. Les modèles, que ce soit ChatGPT, Gemini, Anthropic, n'ont pas ce qu'on appelle les mêmes fenêtres contextuelles, donc la quantité de mots que vous pouvez mettre à l'intérieur d'une interface. Ils n'ont pas aussi non plus la même capacité à extraire de manière équivalente ce qu'on appelle des aiguilles, donc des concepts à l'intérieur de texte. Il faut donc apprendre à gérer les prompts, les requêtes, en prenant en compte les spécificités, les architectures des modèles. C'est pour cela qu'on a rapidement un plafond en termes d'utilisation de l'IA où les méthodes génériques fonctionnent tant que c'est pour générer quelque chose de assez facile texte. Mais quand on veut commencer à déployer du travail, il faut impérativement s'intéresser à ce qu'on appelle le cookbook, comment le modèle a été préparé, optimisé pour travailler, et les méthodes ne sont pas les mêmes dans les interactions de Gemini, de Claude ou de ChatGPT. Donc on part d'une base qui est commune sur le principe, mais après il faut comprendre qu'ils ont leurs spécificités, parce que ce sont des systèmes neuronaux qui sont différents, des entraînements qui sont différents, et une architecture donc qui s'utilise différemment en fonction de leurs caractéristiques. Et certains modèles comme ChatGPT 5.2 aujourd'hui ont la capacité de simuler des tâches métiers. Donc les fonctions qui sont des fonctions GDPval sont uniquement présentes chez Claude et chez ChatGPT, pas chez Google. C'est un choix stratégique qu'ils ont fait. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez demander aux 3 modèles d'extraire des données à partir d'un PDF, d'un fichier Excel, mais si vous voulez lui donner une tâche en autonomie complète de faire un bilan comptable, ce type d'interaction et de structure, vous pouvez le faire uniquement sur des modèles qui ont reçu ce type d'apprentissage. Et ça, vous ne pouvez pas le faire en lui disant « fais-moi un bilan comptable ». Aujourd'hui, on va composer sur ces modèles-là, qui sont des modèles plus évolués, en prenant différents blocs de compétences. Les modèles savent exécuter du code, savent exécuter des blocs de fonctions, et en fait, vous allez structurer
avec vos mots, donc les prompts, pour dire pour ce type de problématique, tu vas activer tel type de fonction pour l'exécuter. Et c'est comme ça que vous allez créer des automates qui exécutent du vrai travail. Mais ça, c'est quelque chose qui est très récent au niveau des modèles. Et ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est comment les modèles réagissent avec la complexité de la tâche. Est-ce qu'ils ont reçu l'apprentissage sur les tâches que vous lui demandez? Grosso modo, il y a 1350 tâches modélisées pour les métiers qui ont été déjà intégrés au modèle. C'est pour ça que le prompt, si vous voulez, c'est quelque chose de dynamique. Et ensuite, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que les modèles évoluent. En dehors des mises à jour à la sortie d'un nouveau modèle, ce qui se passe, c'est que les constructeurs mettent à jour progressivement les poids des modèles. Comment le modèle va se comporter, va interpréter les demandes lorsque vous lui posez une question. C'est pour ça qu'un prompt, au cours du temps, va évoluer également dans la réponse. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Il n'y a rien qui est figé, mais ce qu'il faut, c'est absolument apprendre à cadrer le fonctionnement du modèle. Mais pour le niveau 1, on apprend les bases. Là, on va passer à la partie examen. Mais c'est important que vous ayez cette notion de subtilité, parce que sinon, on a tendance à trop simplifier le message d'utilisation de l'intelligence artificielle, et on arrive très vite à un plateau. Voilà, on arrive à faire écrire du contenu, mais le moment où on arrive à déléguer de la tâche métier va vous demander de passer à un niveau un petit peu plus technique pour arriver à le faire de manière correcte. Donc pas de panique, progressivement niveau 1 et après on monte en puissance, et bien sûr toujours se rapporter aux conseils des cookbooks de chaque constructeur pour utiliser les méthodes qui sont préconisées pour comprendre comment les instructions sont en fait optimisées pour chacun des modèles et leurs capacités respectives. Nous utilisons du texte pour créer une image, mais une image peut aussi être un élément de notre requête pour créer un autre type de résultat. Je vous présente la requête multimodale. Le principe de la requête multimodale est l'utilisation de différents types de médias pour interroger un outil d'IA générative, images et texte, ou son et texte par exemple. Cela peut être particulièrement utile au travail. Vous pouvez prendre un graphique en photo et demander à un outil d'expliquer les données en termes clairs. Vous pouvez importer différentes options de logo pour le rebranding de votre entreprise en guise de référence, puis demander à l'outil d'IA de générative de vous donner plus de choix en se basant sur chaque orientation. Allez, on va faire à chaud l'examen Google pour avoir le diplôme. Normalement, c'est 18 minutes, on va le faire ensemble, on va voir quelles sont les questions et les réponses à faire. Normalement, il faut avoir 80% de bonnes réponses. Donc, première question, processus consistant à fournir des instructions. Ça, c'est la définition du prompt. Rédiger la requête suivante. Explique le fonctionnement des batteries de voiture en utilisant un langage non technique qu'une personne n'ayant aucune connaissance et en mécanique pourra comprendre. Quelle partie de cette requête décrit la tâche principale? Demande à l'IA. Explique le fonctionnement de batterie. Donc ça, c'est important d'être en mesure d'arriver à identifier les différents blocs. En demandant à un outil d'IA générative d'élaborer les grandes lignes d'une formation sur l'utilisation d'une nouvelle tech, ainsi que des exemples d'activités des diagrammes, le résultat est trop large et ne fournit qu'un aperçu vague. Comment pouvez-vous itérer sur votre requête afin de le rendre plus actionnable? Ce qui peut être intéressant, c'est de diviser la tâche en plus petites, avec un plan du cours, plus les activités, plus les diagrammes. Je pense que ça peut être une bonne méthode d'approche. Vous rédigez la requête suivante avec l'image sur une carte, décrit en détail la carte ci-jointe, quel terme décrit la combinaison de l'image du texte utilisé dans le scénario. C'est une référence. Quel est le terme qui décrit la nécessité d'une supervision humaine et d'une évaluation des résultats générés par IA avant de prendre des décisions, d'entreprendre des actions? Moi, je dis Human in the Loop. Vous demandez à un outil d'IA une recette de cookies aux pépites de chocolat. L'outil fournit une recette, mais il mentionne le sel comme édulcorant au lieu du sucre. C'est une hallucination. C'est 80% pour avoir l'examen. 83,33. Donc on va voir où sont les erreurs. Incorrect, revoir. Ok, bon, c'est pas très grave. C'est un élément d'image. Il n'y a que celui-ci qu'il faut. Donc, c'est pour la partie image. Sur le reste, tout est bon. Donc, moins de 2 minutes au lieu des 18 minutes pour arriver à faire l'examen. Vous avez un aperçu des questions pour l'examen. Donc, si tout est complet, normalement, on devrait recevoir le diplôme de fin de formation sur les prompts professionnels.